Bonjour à tous, dans cette vidéo je commence le remontage du moteur de la Mini. J'ai reçu pas mal de colis cette semaine, ça va me permettre de pas mal avancer. J'ai reçu le vilebrequin, tout ça. Mais avant tout ça, je voudrais vous remercier. Le projet de la Mini a l'air de vraiment vous intéresser, il y a pas mal de vues, beaucoup de commentaires, merci à vous. Vous me laissez aussi pas mal de likes, moi ça me fait vraiment plaisir. Je suis tout seul dans mon atelier et je partage tout ça en vidéo pour justement partager avec des gens qui aiment ça. Et du coup ça me fait plaisir que vous interagissiez avec moi à travers les commentaires, à travers les j'aime aussi. Il y en a beaucoup qui viennent me parler en privé et j'aime bien partager ça avec vous. J'ai reçu le vilebrequin, comme je disais. Visuellement, il a l'air bien. On verra dans la vidéo s'il est aussi bien au niveau mesure. Et puis, en attendant, je vous laisse dans la vidéo. Bon, on va commencer avec deux premiers colis que j'ai reçus. Alors pourquoi deux? Pas tout simplement parce que je me suis rendu compte que l'arbre à cam était en mauvais état après avoir commandé les deux premières pièces. Donc j'ai d'abord commandé le vilebrequin plus une bielle. Ça m'a coûté 360 € livré pour ces deux pièces. Ça vient de Grèce, donc ça vient de loin. Les frais de port sont un petit peu plus élevés. Mais le prix total était le mieux placé en tout cas dans ce que j'ai trouvé. Pour l'arbre à cam, il m'a coûté 78 € livré. Le site, c'est Atousakis. En Grèce. Alors je suis pas du tout sponsorisé, comme je l'ai dit, j'ai payé. Ils me connaissent pas du tout. Ça s'est très bien passé. Là visuellement, je vais me rapprocher un peu, mais vous pouvez voir que le vilebrequin il est en très bon état visuellement. Pas du tout de rayures. C'était écrit qu'il fallait peut-être un polissage, mais je pense qu'ils prennent un peu des pincettes pour pas avoir de risque qu'on se retourne contre eux. Franchement, c'est très propre. Ce qu'on voit, c'est juste du gras parce il est un peu huilé en plus, donc c'est pas plus mal. Ça permet qu'il n'est pas rouillé pendant le transport ou autre. Bon, là, on peut voir qu'il y a un petit peu de peinture, mais il suffit d'un peu de dégraissant. Ici, on peut voir le pignon de distribution que je vais changer parce que j'ai pris un kit de distribution avec les deux pignons. Comme vous savez, les chaînes, un peu comme sur les vélos, les motos, ça peut user aussi les pignons et parfois on change les pignons. Pendant que j'y suis, autant tout changer. Donc je changerai ce pignon de chaîne. J'espère bien sûr que j'arriverai à le sortir facilement, ça c'est pas dit, mais on verra par la suite. De l'autre côté, c'est en bon état aussi. Le joint spi qui est là, il n'a pas trop abîmé la portée, parce qu'un joint, ça peut vite abîmer la portée et ensuite ne plus être très étanche, même si on change le joint. Mais là, c'est pas le cas. Donc super de ce côté-là. Pour la bielle, pareil, on peut croire qu'elle a des traces de chauffe. Alors on voit pas trop, mais j'arrive à voir les marquages du coussinet. Comme on peut voir ici, on peut voir STD à l'envers. Enfin, à l'envers dans tous les sens. Là, voilà, STD à l'envers dans ce sens-là. Et je pense que c'est le marquage qu'il y a sur le coussinet. Donc, je pense vraiment qu'elle est en bon état. Alors, on peut croire qu'il y a des traces de chauffe, mais franchement, on sent rien là, au doigt. Alors, l'axe de piston, s'il est abîmé, ça serait encore pire, mais il n'y a rien non plus. Et ensuite, l'arbre à cam, qui est en bien meilleur état que le mien. Enfin, il est presque nickel d'ailleurs. Bon, on peut voir qu'il est d'occasion. Si je me penche un peu dessus, on peut voir qu'il y a des marques des traces d'usure, enfin d'usure, d'utilisation on va dire, parce qu'en fait c'est normal, c'est un truc d'occasion, mais il n'y a pas du tout les gros marquages comme l'autre arbre à cam. Sur tout le long, il n'y a vraiment pas de défaut, sur les portées d'arbre à cam non plus. On peut voir des espèces de rayures ici, mais en fait au toucher on sent vraiment rien, et je pense que c'est quand même normal avec un petit peu d'utilisation. On peut voir qu'il est bien mieux que l'ancien. D'ailleurs je vais ramener l'ancien, on va voir la différence entre les deux. Quand je ramène l'ancien à côté, on peut vite voir lequel est abîmé et lequel est en bon état. Le mien était vraiment très très abîmé, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et le nouveau, franchement, il est en bon état. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon moteur. Je vais essayer de le remonter du mieux que je peux, de faire ça comme il faut. Je pense pas qu'il y aura de souci. Je pense qu'il y avait un souci avant, mais je vais essayer de le trouver. En tout cas, vérifier la pompe à huile, tout ça. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'allais le faire. Les portées... elles étaient même un petit peu commencées à marquer, donc je pense vraiment qu'il y avait un problème de pression d'huile. Est-ce que c'est à cause de la pompe? Est-ce que c'est à cause des coussinets qui commençaient à être trop usés et avoir trop de jeu, du coup qui faisait baisser la pression d'huile? Je sais pas. J'ai dit dans un commentaire que j'allais pas m'amuser à mesurer les anciens coussinets, mais je le ferai peut-être je ferai peut-être un plastigage pour voir le jeu qu'il y avait avec les anciens coussinets de bielle. C'est ceux qui s'usent en premier, je pense. Et puis ça pourra peut-être nous éclairer un peu sur le problème. Je vérifierai aussi la pompe à huile, mais tout ça, vous verrez ça dans la vidéo. En tout cas, je suis très content de ma commande pour le vilebrequin et l'arbre à cam. Au total, comme j'ai dit, 360 plus 78. Ça m'a coûté 448 € du coup, pour ces trois pièces. Donc il y en a qui m'ont dit de faire un échange standard avec un autre moteur. J'ai répondu aux commentaires, mais je vais le dire quand même en vidéo. Un échange standard, c'est très très cher. Là, ça m'a coûté moins de 500 €.
on va dire même 500 € en comptant le joint de culasse et les vis, qui comprennent, on va dire, les pièces que je n'aurais pas eu à acheter avec un échange standard. Mais un échange standard, c'est beaucoup plus que 500 €. Un moteur d'occasion aussi, c'est entre 1000 et 1500 €, et encore, faut le trouver, faut aller le chercher. Là, les pièces, dans le prix que j'ai dit, ça a été livré. Donc, pour moi, je pense que je suis capable de refaire le moteur. En tout cas, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, en faisant attention, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et ça me coûte aussi moins cher. C'est aussi un peu plus intéressant en vidéo. Ça permet de garder le moteur d'origine et avoir un kilométrage plus cohérent. Donc pour moi, c'est tout gagnant. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma façon de travailler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis en attendant, je vous montre la suite de ce que je vais faire sur le moteur. Pour continuer avec ce que j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que les poussoirs seraient sûrement abîmés en ayant vu l'état de l'arbre à cam. Alors oui, c'est possible. Alors dans ce cas-là, pour ce moteur, c'est pas l'arbre à cam qui tape directement, enfin qui fait bouger directement les poussoirs. Les poussoirs sont à l'intérieur de ça, de l'autre côté. Donc c'est pas l'arbre à cam qui touche directement les poussoirs parce qu'il y a des culbuteurs. Donc bon, j'ai compris son raisonnement. Ça serait plutôt les rouleaux qui sont ici qui auraient pu être abîmés. Mais comme vous le voyez ici, ils sont pas abîmés du tout. Donc je pense que la matière est peut-être un peu plus dure de ce côté. C'est peut-être l'arbre à cam qui ramasse en premier. Mais les rouleaux sont tous bons de ce côté. On ressent rien à l'ongle et même visuellement, c'est vraiment en très bon état. Donc ça me permet de répondre à cette question pour celui qui me posait la question. On m'a aussi beaucoup parlé de faire attention dans les pluies de bougies, entre les bougies et les soupapes. Donc je vais retourner la culasse et on va regarder ça. Et ensuite on pourra passer au nettoyage du bloc moteur et aussi de la partie en dessous. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire la plaque sandwich qui prend le vilebrequin. Pour préparer tout ça. Je vais voir l'état que ça donne une fois que c'est tout nettoyé. Si c'est propre, je laisserai comme ça. Et si ça fait un peu vieux, un peu ancien, peut-être que je mettrai un coup de peinture s'il m'en reste encore. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi de mettre une plaque en dessous. Alors au début, j'étais pas à l'atelier pour voir ça. Je pensais qu'en général, les blocs, ça a une forme arrondie. Mais là, c'est vrai qu'il y a un plat dessous. Donc je vais essayer de regarder quand même comment je peux faire pour réparer ça. Il y en a qui m'ont parlé de ressouder la fonte. J'avais déjà eu le problème sur mon collecteur d'échappement sur la G60 et c'est vrai que c'est compliqué de souder de la fonte. Connaissant un bon soudeur, un très bon soudeur qui est un ami avec qui je travaillais avant, il m'avait dit que c'était compliqué déjà. Et là sur un bloc, bon... Déjà dans un premier temps, il n'y a pas vraiment l'intérêt parce qu'il reste encore quand même 3 fixations. On peut voir avec l'état que ça date pas d'hier et pourtant le moteur ne bougeait pas. Le support moteur était bien fixé. Donc même si je fais rien, je pense que ça conviendrait parfaitement. Mais si je peux me permettre de faire quelque chose, on verra. Dans tous les cas, je vous montrerai ça dans la vidéo ou peut-être dans la prochaine, si j'ai pas eu le temps de le faire dans celle-ci. Je vais d'abord nettoyer le bloc et cette pièce. Ensuite, je mettrai un coup de propre sur le bloc. Peut-être qu'on mettra le bloc sur la fraiseuse pour mesurer s'il n'est pas déformé, histoire de dire, c'est un peu on va dire, c'est un peu histoire de voir parce que un bloc en fonte, il n'y a pas de raison qu'il bouge, surtout qu'il n'y avait pas de joint de culasse. On mesurera aussi la culasse. Et avant tout, je vais retourner la culasse, comme j'ai dit, pour voir s'il n'y a pas un problème, une fissure entre les soupapes et les puits de bougie. J'ai retourné la culasse, j'ai encore rien nettoyé pour vous montrer tel que j'ai démonté. Donc on peut voir que les 4 cylindres sont sensiblement pareils. On m'a aussi parlé de soupapes qui auraient pu être probablement grillées ou même un petit peu fondues. Dans mon cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça fait 2 fois K, on s'en fout. Ça fait caca. Bref, entre les soupapes et la bougie, ça n'a pas l'air d'être fissuré, mais je vais quand même mettre un petit coup de brosse métallique à la main pour voir si on voit quelque chose un peu mieux. Je vous reprends juste après. Bon, c'est pas un nettoyage complet, mais j'ai fait un petit brossage et ça permet de voir déjà un petit peu ces éventuelles fissures entre les blocs, enfin entre les blocs, n'importe quoi, entre les bougies et les soupapes. Et dans mon cas, c'est pas le cas. Bon, en même temps, il peut pas y avoir tous les problèmes du monde sur cette Mini. J'avais déjà un problème certainement de pression d'huile. Donc je vais pas non plus avoir un joint de culasse, plus des fissures dans la culasse, plus tout le reste, ou une soupape grillée. Dans mon cas, je pense que c'est pas mal. On verra bien sûr un peu plus au démontage. Pour les joints de soupape aussi, j'ai pas dit, mais je comptais aussi les changer. Bon, après, ça m'étonne pas qu'il y en ait qui me disent ça parce que c'est pas tout le monde qui me suit depuis longtemps. Il y en a qui sont tombés sur mes vidéos dernièrement grâce au projet de la Mini. Mais je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez que je vais essayer de vérifier le plus de choses possible, voir tout. Mais je vais commencer à vous montrer tout ça dans la vidéo, bien que je vous le dis depuis le début. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer au nettoyage du bloc, comme je disais. Je vais pas vous le filmer parce que ça serait pas trop intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, il y a plein de passages où je nettoie dans ma fontaine de nettoyage. Mais là, je vais le faire hors vidéo. Et puis je vous reprends quand c'est propre. J'ai nettoyé le bloc moteur. Là, on se retrouve sur ma fraiseuse. Donc une Erno Saumur AZ1C, pour ceux qui l'ont jamais vu. J'ai déjà fait une vidéo où je rectifiais la culasse de mon Corrado G60
sur la fraiseuse. Bon là elle est plus branchée, il faudrait que je la restaure entièrement, mais là elle va me servir pour faire la métrologie du bloc et de la culasse sûrement après. Donc comment je fais? J'ai posé le bloc sur des cales parce que j'ai les tétons de centrage de la partie qui vient pour fixer le vibroquin en dessous qui gêne. Donc il y a des petites cales ici rectifiées. Là le bloc il bouge pas du tout, mais il n'est pas fixé quand même, il est juste posé. Ici on peut voir qu'il y a un comparateur qui est posé sur la tête de la fraiseuse. Là je l'ai réglé déjà à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de droite à gauche et puis d'avant en arrière pour voir s'il y a un gros écart de, on va dire, de planéité sur le bloc. Normalement non, mais étant donné que j'ai la machine, autant en profiter. Et puis après, comme ça, je pourrais passer la culasse de la même façon. Je vous mets sur le trépied au niveau du comparateur et puis on regarde ce que ça donne pour la planéité du bloc de la Mini. Allez, c'est parti. Je me déplace de droite à gauche, d'avant en arrière et puis on va voir ce que ça donne à peu près. Donc de droite à gauche j'ai 2 centièmes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est tordu parce que c'est très régulier. Donc je pense même qu'il est même à 0, qu'il est juste pas forcément parfaitement parallèle avec la surface du dessous. Donc dans ce sens c'est parfait. De toute façon un bloc fonte en général ça bouge pas trop. On va regarder dans l'autre sens ce que ça dit. Pareil, on est dans les 2 centièmes, un peu moins. Je vais retourner jusqu'au bout de ce côté. Et pareil, on est revenu à 0. Je vais essayer de voir entre les cylindres, parce que c'est là où ça peut le plus bouger. Et puis après, ça sera bon pour le bloc. Là, on peut voir que j'ai un petit creux de 6 centièmes. Alors, ouais, entre 5 et 6 centièmes. Donc, ça reste assez tolérable. On va dire que c'est tolérable pour moi. Je vais rader sur les deux autres, enfin, entre les 3 autres cylindres. Et puis ensuite, on pourra faire une déduction de l'état du bloc. Bon, ici on a un petit peu plus. On va dire 8 centièmes. C'est vrai que ça commence à faire un petit peu. Bon, on n'est pas non plus au 10e. Donc je pense que c'est assez bon encore. On verra bien sûr sur la culasse parce qu'en général c'est plutôt la culasse qui se déforme. Et s'il faut rectifier la culasse, eh ben, on verra ce qu'on peut faire. On peut voir que le bloc fait un petit peu le creux au milieu et que c'est vraiment les extérieurs qui sont le plus relevés. Bon, c'est ce qui est normal hein, parce que le joint c'est vraiment au milieu qu'il est le plus. Bon, je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais en tout cas c'est pas non plus un creux d'un coup. On peut voir que l'aiguille elle bouge progressivement, ça fait pas vraiment des vagues, ça reste quand même pas parfaitement plat comme vous pouvez le voir avec le comparateur. D'ailleurs cette aiguille elle bouge d'un trait pour 1 centième de millimètre. Donc c'est vraiment très peu, mais ça fait vite impressionnant en regardant le comparateur. Et là on est pareil à 8 centièmes, sachant que le bloc descend de 2 centièmes dans ce sens-là, donc on va dire qu'on est plutôt vers les 6 centièmes. On va dire que dans le pire des cas, on va compter les 8 centièmes quand même. Donc on va dire qu'il y a un petit creux de 8 centièmes au milieu, mais qui est régulier comme j'ai dit. Donc c'est pas non plus catastrophique, ça serait idéal de rectifier le bloc. Là tout de suite je peux pas vraiment le faire. Si vraiment il faut faire la culasse je le ferai parce que c'est quand même plus important. Mais ces petits défauts peuvent être compensés largement lors du serrage de la culasse. Parce qu'avec la force de serrage ça a tendance à se mettre un petit peu à la forme du bloc. Bon, il faut pas que la culasse elle ait non plus un écart de 2 dixièmes. Parce que là ça serait vraiment trop énorme. Mais c'est ce qu'on verra en la mesurant juste après dans la vidéo.
On peut voir que là où je mesure, il y a aussi des petites marques encore que j'ai poncé au 180 pardon, avec une cale. Donc c'est pas ça qui va abîmer un bloc en fonte, mais ça permet d'enlever un petit peu les résidus de joint de culasse. Peut-être pas assez parce qu'on voit encore un petit peu des marques. Et c'est vrai que ça peut vite faire un centième, même si ça se sent pas forcément à l'ongle. Là on peut voir les marques de fraisage. Les marques de fraisage qui sont d'origine, et on peut voir que le ponçage ça va pas attaqué, même pas la moitié de ça, donc c'est pas très grave de ce côté là. On peut voir qu'il y a un petit peu des marquages ici, mais c'est normal, c'est dans les passages d'eau, c'est là où ça s'abîme le plus, enfin ça s'abîme, où ça se détériore vite fait le plus on va dire. Et le plus important c'est surtout autour des cylindres, là où il y a l'anneau du joint de culasse. Dans mon cas je pense que c'est largement bon, on mesurera la culasse pour être sûr que c'est bon de ce côté là. Et puis là, je démonte le bloc. J'ai déjà démonté l'épicette au fond des cylindres pour pouvoir passer un coup de haut noir pour, on va dire, déglacer les cylindres. Et puis ensuite, on pourra commencer le remontage. Je vais certainement faire une peinture du bloc, mais pour faire la peinture du bloc, je vais d'abord remonter, je pense, le vilebrequin avec la partie du dessous. Comme ça fera plus qu'une seule partie. Et ça sera mieux pour ne pas abîmer la peinture, même si c'est pas non plus fait pour être un état concours. Je démonte le bloc de la fraiseuse et puis on passe à la suite. Comme vous venez de voir, je vais mettre un coup de honnage avec les pierres ici. Alors ça fait pas d'usinage, hein, c'est juste des micro-rayures, ça enlève quasiment aucune matière. Et on peut voir ici que ça change, du coup là, ça fait un déglaçage en fait. Ça enlève le glaçage que ça a fait avec le temps. Et ça permet de refaire un petit peu des micro-rayures pour avoir pour que l'huile reste bien et que ça fasse une bonne lubrification des cylindres. Alors il faut pas rester tout le temps au même endroit, comme vous avez vu, il faut faire des allers-retours assez réguliers. Et puis après, il faut lubrifier aussi. Moi, je mets un petit peu de WD-40. Bon, vous pouvez mettre un petit peu d'huile, ça marche aussi. Et ensuite, ça fait quelque chose comme qui ressemble à ça, avec des micro-rayures. Ça sert à rien d'insister pendant 1 heure. Hein. De toute façon, ça enlève pas tellement de matière, ces pierres. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de le faire dans les autres. On peut voir que ça m'a enlevé le haut ici. Alors, pourquoi ça fait cette petite marche en haut? Tout simplement parce que les segments ne viennent pas jusqu'en haut des cylindres. Donc, du coup, c'est les segments qui frottent le plus sur les cylindres. Enfin, qui frottent sur les cylindres, exactement. Donc voilà, j'ai fait le honnage, voilà ce que ça rend, ça fait des cylindres quasiment neufs. Alors là, les traces qu'on voit, c'est parce que j'ai pas essuyé parfaitement. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour les 4. Je remets encore un coup de nettoyage, et puis ensuite on passe à la suite, c'est-à-dire la préparation pour reposer le vilebrequin, en mesurant avec le plastigage pour les nouveaux coussinets. Les 4 cylindres sont au nez. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les gicleurs de fond de piston. Et ensuite, je nettoie la partie du dessous. Et puis, on commence à remonter le vilebrequin avec les nouveaux coussinets pour vérifier le jeu axial et puis aussi le jeu radial. J'ai remonté l'épisette au fond. J'ai remonté déjà le premier coussinet qui va ici. Alors, faut pas se tromper, le trou va bien du côté du graissage. Donc là, c'est le seul qui est comme ça. Ensuite, il y en a 4 autres avec des trous comme ça. Il faut aussi bien vérifier que ce soit des codes standards. Bon, normalement, j'ai commandé les bons. Normalement, c'est gravé dessus. Attendez. Oh là là. Donc là, je sais pas si on verra. Ça va pas faire la mise à jour. La mise au point, pardon. STD. Voilà, STD, donc c'est code standard. Sachant que moi, mon vilebrequin n'est pas rectifié. Enfin, normalement. Il faut une code standard. Donc, je mets les autres coussinets ici. Ceux avec des trous qui vont sur la partie supérieure. Là, le moteur est à l'envers. Et ceux qui vont sur les paliers de vilebrequin n'ont pas de trous parce qu'ils sont pas la lubrification ne passe pas par les paliers, il passe directement par le bloc. Donc c'est parti, je mets en place tout ça, enfin en tout cas au moins les supérieurs. Ensuite, je nettoie le vilebrequin, je le mets en place. Je nettoie la partie d'en dessous pour pouvoir mettre les autres coussinets. Et ensuite, on fait le plastigage pour mesurer le jeu radial. Je vous en parle juste après. J'ai nettoyé le palier de vilebrequin, on va appeler ça le palier, je pense que ça va s'appeler comme ça, normalement c'est que des petits morceaux. L'avantage de ce système, c'est que ça rend le moteur un petit peu plus solide. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, moi je rentre pas dans la prépa non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer les nouveaux coussinets. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais bon, ça me paraît logique que je change les coussinets de vilebrequin. Tous n'auront peut-être pas vu la vidéo précédente où je démontais. Donc ça, c'est les coussinets de vilebrequin, de palier de vilebrequin que je vais mettre dans le palier de vilebrequin. Et pour comparer, les anciens, ils sont là. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà été bien bouffés. Alors je pense qu'il y avait certainement un manque d'huile dans le moteur. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y avait un coussinet de bielle qui avait fondu. On n'en est pas encore au coussinet de bielle, mais je vous montrerai bien sûr après pour les coussinets de bielle que je change aussi. J'avais aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi,
le coussinet ici central de palier qui gère le jeu axial du vilebrequin, qui était complètement bouffé du côté de l'embrayage, à force d'appuyer sur l'embrayage. Peut-être qu'elle avait fait beaucoup de villes, que ce moteur avait fait beaucoup de villes, ou je sais pas. En tout cas, c'était très abîmé, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi abîmé. Donc dans tous les cas, c'était bon de tous les changer. Même s'il n'était pas autant abîmé, je les aurais changés, parce que des coussinets, c'est pas très cher. Et puis là, ils étaient quand même un petit peu usés. Ils ont fait leur temps. Sur ce moteur, c'est vrai qu'ils sont pas très durables, j'ai l'impression. Ça se change aux alentours de 150 000 et c'est à peu près le kilométrage de mon moteur apparemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer les coussinets de palier. Je vais installer le nouveau vilebrequin que je viens d'acheter. Une fois que je l'aurai nettoyé, je ne l'ai pas encore nettoyé. Et puis je vais, avant de serrer tout ça, je mettrai des petits fils de plastigage pour mesurer le jeu radial. Je vous explique un petit peu après si vous l'avez jamais vu dans mes vidéos précédentes. J'ai nettoyé le nouveau vilebrequin que j'ai acheté, et comme j'ai dit un petit peu auparavant, je voudrais changer ce pignon. Alors il n'est pas en si mauvais état que ça, c'est le pignon de la courroie de la chaîne de distribution, pardon. Pourquoi je veux le changer? Tout simplement déjà parce que j'en ai un nouveau, et puis en plus parce que le vilebrequin vient d'un moteur, le pignon qui est de l'autre côté vient d'un autre moteur, la chaîne sera neuve, donc il n'y a plus rien qui correspond. J'ai préféré tout changer. Un kit de distribution avec des pignons, c'est légèrement plus cher que ça, et je me suis dit autant les changer maintenant que j'y suis là, maintenant que je suis dedans. C'est un petit peu plus compliqué que je pensais pour le sortir. Il doit être un petit peu serti autour du diamètre pour ne pas avoir de jeu. Et il y a une clavette qui sert pour l'indexation de la pièce. J'ai essayé déjà avec l'extracteur ici, et j'avais des pièces de monnaie qui traînaient. C'était pas forcément la meilleure solution parce que c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et puis j'ai vu que c'était assez serré. J'ai reçu un outil qui me permet de chauffer pour dégripper des vis, et je pense que je pourrais éventuellement m'en servir pour ça, pour chauffer le pignon qui se dilate un petit peu et avoir peut-être un petit peu plus de facilité à l'extraire. Je vous montre ça tout de suite, l'outil que j'ai reçu, et on va voir si j'arrive à m'en sortir avec ça. L'outil dont je vous parle, il se présente comme ça, il est dans une mallette, ça fait très longtemps que j'en voulais un, et en fait, comment ça se présente? C'est comme ça. Donc c'est un outil qui permet de mettre des outils qui sont fournis avec, donc qui sont formés ou non, et qui se mettent au bout, et ensuite ça chauffe le métal par induction. Donc ça se met autour d'un objet, plus ou moins gros d'ailleurs, et ensuite ça permet, en appuyant sur le bouton et en se branchant bien sûr au secteur, de chauffer par induction la pièce qui est à l'intérieur. Alors je vous en ai parlé en story sur Instagram, je sais pas si vous me suivez, si c'est pas le cas, ça serait bien si vous voulez me suivre. J'essaye de mettre des stories un petit peu tous les jours, et puis je vous présente aussi des fois des outils comme ça qui me servent bien dans l'atelier. Donc là je vais le sortir, je vais le mettre en place, et puis je vais essayer de chauffer le pignon avec pour voir si en se dilatant j'arrive à le sortir plus facilement. Donc cet outil il est fourni avec plein d'accessoires comme ça pour chauffer de différentes manières. Il ne faut pas que ça rentre en contact avec la pièce parce que ça risque de déchirer la protection qu'il y a dessus, et puis après c'est plus valable. C'est déconseillé d'utiliser sans protection. Et il y a des modèles qui sont par exemple comme celui-ci, qui sont pas formés encore et que on peut former à sa façon. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On peut voir qu'il n'est pas aussi parfait que les autres. Il est un petit peu court, mais j'ai essayé de faire le plus de tours possible pour que ça marche, pour que ça soit le plus rapide possible. Et cette pièce, elle va pouvoir venir autour de mon pignon. Alors c'est un petit peu juste, donc je vais faire très attention de ne pas abîmer ma truc à induction. Ça craint rien, hein, ça risque pas d'abîmer ma pièce, mais par contre ça risque d'abîmer mon outil, et j'aimerais bien m'en resservir par la suite, pouvoir le reformer un petit peu comme j'en ai envie. Donc il rentre ici à l'intérieur, il se bloque avec la molette qu'il y a autour. Là il peut plus sortir. Là c'est moi qui l'ai formé comme ça. Et en appuyant sur le bouton ici, voilà, on entend mettre en route. Il y a la lumière qui s'allume pour dire que ça fait. Et ça crée de l'induction au milieu pour les matériaux bien sûr métalliques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer légèrement en dessous du pignon pour récupérer la forme qu'il y a en dessous ici, pour essayer de chauffer ça. Je vais pas trop chauffer non plus dans un premier temps, peut-être que ça ne fera pas du premier coup. Je vais essayer de chauffer le moins possible parce que bon, le vilebrequin, j'ai quand même envie de m'en servir, et j'ai pas envie que ça fasse un traitement thermique supplémentaire dessus, que ça me l'abîme, ça me le fragilise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer. Je vais mettre en place ensuite mon extracteur. Là j'ai un petit morceau de métal que je vais mettre ici pour pas que mon extracteur aille dans le trou. Je mettrai un petit coup de clé à choc, ça me permettra d'essayer d'aller un peu plus vite. Et puis on va voir si ça sort. Et je vais essayer surtout de ne pas me cramer. Donc c'est parti. Je fais l'essai et puis on voit ce que ça donne.
Bon, comme vous l'avez vu, mon extracteur c'est pas le meilleur du monde. Pour le moment, j'y arrive pas trop. Je vais continuer comme ça. Et si c'est un peu long, je vous mettrai en accéléré. Mais je vois qu'il a déjà décollé du bord. Donc je vais essayer de continuer comme ça en espérant pouvoir le sortir comme ça, de cette façon. Bon, je vais pas aller loin avec cet extracteur de merde. Même si j'arrive un petit peu à y décoller, mais ça va être un peu long. Je vais essayer d'en trouver un autre et puis je réessaye juste après. Bon, finalement j'ai sorti mon extracteur de roulement, donc qui prend par l'extérieur, qui est vissé, bref. J'ai foutu tout l'attirail. J'ai chauffé, donc je vais pas trop traîner, juste avant de monter l'outil. Je vais essayer avec la vis à choc pour voir si ça sort. Je vais changer l'appui que j'ai mis dessous parce qu'à mon avis la tôle elle est trop fine et ça l'a bien tordu déjà. Donc je vais essayer de la changer et trouver un autre morceau qui pourrait mieux faire. Bon, c'est vraiment hyper dur à enlever. Je vais redéfaire, vraiment chauffer un bon coup et on va voir ce que ça donne si j'ai le temps de remonter avant que ça refroidisse. Bon, dernière solution que j'ai trouvée parce que mon arrache il est pas fait pour, enfin pas celui-ci, l'autre que j'ai fait, enfin il est vraiment pourri. C'est un truc bas de gamme. J'ai regardé les consignes de Mini, faut vraiment un arrache spécifique qui prenne le pignon vraiment spécifique, enfin bref. Et après, bon, pour mettre le nouveau, on verra déjà si j'arrive à enlever celui-là. Là, je vais mettre mes lunettes de sécurité parce que là, j'ai peur de me prendre tout dans la gueule. Et je vais essayer de faire comme ça pour voir si j'arrive à le sortir. Normalement, il devrait sortir, il n'y a pas de vis, il est juste un peu serré autour du vilebrequin. Donc serrez les doigts pour moi, ou serrez les fesses plutôt et croisez les doigts pour moi. Et je vais essayer de l'enlever, on verra ce que ça donne. Je vous mets sur le trépied pour voir tout ça. Allez, c'est bon, j'ai mis quelque chose en tout, je vous montrerai quand il sera tombé. Enfin, j'espère qu'il tombera pas, mais au pire, s'il tombe, je vous montrerai. Donc c'est parti, je continue en espérant que ça vienne. Ah, cette fois-ci, ça vient. Je vais l'avoir, cet enfoiré. Et voilà. Et j'avais dit que je vous montrerais. Comme ça, hop. Un casier à réception pour vilebrequin, impeccable. Plus qu'à mettre le nouveau. Ou alors je le mettrai après, je sais pas, je vais réfléchir. Et je vous reprends juste après. Bon, j'ai décidé que j'allais mettre la poulie. Donc j'ai mis le vilebrequin dans le frigo pour qu'il refroidisse un peu. Je vais chauffer le pignon jusqu'à 150 degrés maximum. Et en attendant, je vais boire une bière en attendant que ça refroidisse. Merci Patrice pour les bufferding printemps. Et puis on se retrouve après pour mettre le pignon sur le vilebrequin. Bon allez, c'est pas le tout de bord des bières, mais il va falloir bosser un peu quand même. Je vais sortir le vilebrequin et puis je vais chauffer le pignon. Et puis on le met sur le vilebrequin en espérant que ça se passe bien, que je galère pas trop pour l'enfoncer dedans. Bon, le vilebrequin il est à 14 degrés, j'aurais peut-être dû en boire une deuxième. C'est pas grave, on va essayer d'espérer avec la chaleur du pignon que ça se monte un peu mieux. Alors pourquoi j'en chauffe? Pour ceux qui connaissent pas, quand on chauffe du métal, le métal il se dilate. Bon, ça se dilate pas de quelques millimètres non plus. J'ai mesuré, il y a environ 4 centièmes, entre 4 et 5 centièmes je pense de serrage entre les deux. C'est-à-dire que la pièce extérieure est 4 centièmes plus petite que la pièce intérieure. Donc c'est pour ça qu'il y a du serrage. Donc je vais chauffer la pièce extérieure pour qu'elle se dilate en espérant gagner ces 4 centièmes. Et puis si elle se dilate de plus de 4 centièmes, eh ben, il y aura du jeu et ça tombera dedans. Bon, ça c'est dans la théorie. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Je vous mets sur le trépied et puis on fait ça. Allez, c'est parti, j'ai tout préparé. J'espère que ça va faire. J'ai mis bien la clavette ici en espérant que je me trompe pas. Bien sûr, je vais pas le prendre à la main, je vais le prendre avec la pince. Donc c'est parti pour la chauffe. 60 degrés déjà. Après l'induction, ça redescend très vite en température quand ça sera sur le vilebrequin. Donc faut pas se louper. 80. 140. Hop. Pas plus.
nickel. Elle est tombée en place toute seule. Impeccable. Là, ça refroidit très vite lorsque c'est sur le vilebrequin. Là, c'est déjà redescendu à 25 degrés. Parce qu'en fait, la masse du vilebrequin est beaucoup plus importante que ce pignon. Et ça refroidit très vite. Le vilebrequin, ça l'a fait chauffer à 20 degrés. Par contre, ça refroidit le pignon jusqu'à 25 degrés, 23 degrés. Voilà, ça redescend. Donc la chauffe à induction, c'est très très bien. Mais vous voyez, là, je m'en suis servi. Sans ça, j'aurais pas réussi à le mettre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'outil, je vous le mettrai en description. Vous risquez de le revoir souvent dans mes vidéos lorsque j'en aurai besoin. Par exemple, là, j'en suis très content de l'avoir eu. Bon, on va continuer avec le vilebrequin. Maintenant, il faut le mettre en place dans le bloc. J'attends quelques secondes, ça refroidisse encore un peu pour pas risquer de me brûler. Et puis, je vous montre bientôt la suite. Bon, on est quelques minutes, voire même secondes après. Je vais installer le vilebrequin dans le bloc moteur. Va pas falloir le faire tourner pour installer le plastigage. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est parti, j'installe le vilebrequin. Bien sûr, il faut le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de jeu, donc il n'a pas été rectifié, je pense. Et puis maintenant, je vais m'occuper du plastigage, du jeu radial des paliers de vilebrequin. Donc les paliers, c'est ceux qui sont au milieu ici. Il y en a 5. Donc je vais mettre 5 petits morceaux de plastigage pour pouvoir vérifier l'épaisseur du jeu radial. Enfin le jeu radial du vilebrequin. Une fois que je vais serrer le palier par-dessus, ça va écraser les petits fils que je vais mettre. Et une fois qu'ils seront écrasés, je vais redémonter. Et ça va me permettre de mesurer avec une jauge la dimension de mon jeu radial. Donc je vous montre ça, ça sera peut-être un petit peu plus parlant en le faisant, pour ceux qui connaissent pas. Bien sûr, ceux qui suivent mes vidéos, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai mis des petits morceaux de plastigage, plastigauge, bon c'est la marque plastigauge, mais on va dire de plastigage, sur les 5 paliers. Je vais refermer le palier ici, le serrer au couple, pas à l'angle, mais au moins au couple, pour que ça soit écrasé comme il faut. Et ensuite, avec une jauge qui ressemble à ça, je vais comparer, et l'épaisseur qui correspondra le plus, ou alors entre chaque épaisseur, ça me donnera une fourchette de valeur. Donc là, comme on peut voir, c'est assez précis, hein, ça va de 2 centièmes et demi jusqu'à 175 millièmes, enfin 17 centièmes on va dire. J'ai pas les tolérances là, mais je vais vous les dire une fois que je les aurai lues. Je vais faire d'abord l'écrasement, et puis ensuite je vous dis la tolérance de ce moteur, et puis on verra pour combien j'ai, avec mes coussinets neufs et mon vilebrequin que je viens d'acheter. J'arrive plus à parler. Alors j'ai regardé sur la RTA, pour le jeu radial des paliers de vilebrequin, on est entre 22 et 62 microns. Donc entre 2 et 6 centièmes on va dire, parce que les microns c'est dur à voir. Donc dans mon cas, il faudrait que je sois, si c'est celui-là c'est bon, et si c'est celui-là c'est presque pas bon. Donc en fait je suis entre ces 4. Là on peut voir vraiment déjà à l'œil que je suis assez écarté. Donc ici, on va comparer lequel qui correspond le mieux. Donc c'est plus grand que 5, enfin c'est plus petit que 5 centièmes. Et enfin, vous m'avez compris. C'est entre 38 microns et 50 microns. Donc là, on va dire que celui-ci, c'est celui qui a le jeu le plus large, je pense. Ici, on est où? Ici, on est presque à 38 microns, presque pareil. Ici, pareil. Ici aussi, on est quasiment à 38 microns. Et pour le dernier, on est comme le premier, on est entre 50 microns et 38 microns. Voilà, on est plus gros que ça et on est plus petit que ça. Donc mes jeux radio de palier de vilebrequin, ils sont nickel. Je vais effacer ça, même si on peut le laisser, normalement ça part avec l'huile, mais je vais quand même y enlever. Et je refais le montage définitif du palier de vilebrequin avec les vis centrales, les vis extérieures, avec le serrage à 60 Nm, et je crois que c'est 35 pour les vis extérieures, je vous le redis une fois que c'est serré. Pour le serrage des vis, les centrales ici c'est 60 Nm, et des extérieurs 35 Nm. Donc c'est parti, je mets le palier en place et je vous montre ça en accéléré. Bien sûr, il faut changer les vis neuves, c'est pas les mêmes au centre et à l'extérieur. Je vous mettrai la référence des vis intérieures et extérieures.
Et voilà, le vilebrequin est remonté. Maintenant, je vais mesurer le jeu axial. Mais bon, honnêtement, je sens rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment aucun jeu. Je vais quand même mesurer en mettant le comparateur. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai posé le comparateur de ce côté contre le vilebrequin. Je suis à 28 centièmes. Bon, j'ai pas pu le mettre à 0. Non, je suis même à 27 centièmes, pardon. J'ai poussé le vilebrequin de ce côté. Donc, je suis au maximum de ce côté. Je vais faire levier avec ça. Et le pignon vers l'autre côté, et puis on va voir à combien ça arrive. Oula. Ok. Donc là vraiment en étant à fond, je suis à 24 centièmes. Donc ça fait 3 centièmes de jeu axial. C'est vraiment que dalle hein, quand on voit ce qu'il y avait avant. Pour rappel, je vous mettrai une séquence du jeu que j'ai mesuré dans la vidéo précédente pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc là, dans tous les cas, je suis bon. Je vais revérifier les valeurs et je vous dis ça tout de suite. Bon alors bizarrement, le jeu à 9 axial d'un vilebrequin, donc axial dans ce sens-là, c'est de 9 à 24 centièmes et 30 centièmes en usure maximum. Là, comme on a vu, je suis à 3-4 centièmes. J'ai peut-être pas assez forcé, il n'y a pas assez de jeu. Alors je vais pas m'amuser à limer le coussinet. Ça va certainement se faire tout seul vu l'état qui était l'ancien. Et puis ça n'empêche pas le vilebrequin de tourner parfaitement. Donc c'est peut-être moi qui ai fait une mauvaise mesure. J'aurais peut-être dû un petit peu plus forcer. Dans tous les cas, le vilebrequin il force pas du tout. Il n'a pas de jeu. Vaut mieux qu'il y ait moins de jeu, je trouve, que trop. Même si c'est bien que ça soit dans les tolérances. Pour moi, c'est ok. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire avec ce vilebrequin. Esthétiquement, il est très bien. Au niveau des mesures, avec les coussinets neufs, il est parfait aussi. En axial, il est parfait aussi. Donc finalement, je regrette pas mon choix d'avoir acheté ce vilebrequin en Grèce. J'aurais pu me tromper, surtout que c'était quand même un risque, hein, c'est quand même une somme. Mais j'ai pris le risque et pour moi, ça a été gagnant. Donc c'est pas fini, on est qu'au début du remontage du moteur. J'ai voulu remonter le vilebrequin avec le carter pour finir avec ça. Là, c'est tout bon de ce côté-là. Je vais pouvoir remonter le bloc sur le support moteur, parce que là il est déjà bien assez lourd, j'ai déjà bien galéré la dernière fois pour le descendre du support moteur, et une fois qu'il sera sur le support moteur, je le mettrai en peinture. Je viens de rapprocher le moteur de là-bas, de mettre le support moteur, et je me suis rendu compte, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait l'étanchéité entre le bloc et le palais de vilebrequin? C'est vrai que j'ai pas l'habitude de monter ce genre de moteur, et en fait l'étanchéité sur l'extérieur, il n'y a pas d'étanchéité. Il suffit qu'il y ait une petite fuite, bon normalement en théorie c'est parfait, mais il suffit qu'il y ait une petite fuite, ça va fuir de l'huile. Je risque de le regretter, donc je vais renlever le support moteur, je vais faire ça hors caméra bien sûr, je vais renlever le palier, je vais tout refaire et je vais faire une étanchéité au moins sur les deux côtés extérieurs. De ce côté-là, il y a la chaîne et puis il y a un autre carter, donc c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a le joint que je viens de mettre d'ailleurs, que je vais renlever et remettre. Enfin, je vais pas le renlever, mais en enlevant le palier, j'enlèverai facilement. Bref, je recommence tout ça, mais je préfère vous le dire parce que je l'ai pas fait en vidéo. Je vais refaire un joint sur les extérieurs ici pour qu'il n'y ait pas de risque qu'il y ait une fuite d'huile moteur. Ça serait dommage étant donné que je vais le repeindre et que je l'ai tout nettoyé. Donc c'est parti, je refais ça hors caméra pour vous éviter de perdre du temps et ensuite je vous reprends une fois que le moteur est tout remonté et remis sur le support moteur. Bon, je vous montre quand même mon joint parce que sinon on va me traiter de menteur. Donc voilà, j'ai fait un petit joint tout le tour avec un petit pistolet à joint là, super bien ces trucs d'ailleurs. La première fois que j'en achète, c'est bien plus simple que d'y passer au doigt. J'en ai pas trop mis, peut-être même un petit peu trop, mais j'ai essayé de rester sur l'extérieur pour pas que ça aille vers l'intérieur. Comme ça, au pire, ça débordera sur l'extérieur et ça, c'est pas grave, je pourrai racler par la suite. Donc, je remonte tout ça et puis on se retrouve quand il est sur le support moteur. J'ai reposé le bloc moteur sur le support moteur. C'est déjà bien assez lourd comme ça, mais là, heureusement, j'aurais plus besoin de le soulever à la main. Donc là, on peut voir qu'il est posé sur le support moteur nickel. Comme ça, je vais pouvoir peindre ce côté et l'autre côté. En parallèle de ça, je vais mettre en nettoyage les pièces. Donc, j'ai sorti le baquet ultrason. J'avais fait une vidéo sur ce baquet ultrason si ça vous intéresse. En tout cas, c'est très pratique pour moi, je trouve. Ça va être une des premières fois que j'utilise pour la réfection d'un moteur complet. Avant, j'en avais pas. Je faisais avec la fontaine de lavage. Alors pour moi, c'est complémentaire l'une de l'autre. Le bloc moteur, je l'ai pas mis dans le baquet ultrason parce que c'est un peu gros, un peu lourd. Je voulais pas tordre le panier ou abîmer quelque chose et c'était largement suffisant d'y faire dans la fontaine de lavage. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes ces pièces. Alors, comme on peut voir, il n'y a pas forcément énormément besoin, mais maintenant que je l'ai, autant en profiter. Je vais nettoyer
les bielles avec les pistons. Alors ça y est, il y a la mauvaise bielle dedans, mais c'est pas grave, je mettrai la nouvelle après dessus, une fois que ça sera tout propre. Et je vais mettre un coup sur la culasse, certainement en 2 fois, parce que je pense pas qu'elle rentre en entier dans le bac à ultrasons. Et une fois qu'elle sera nettoyée, on pourra commencer à regarder un petit peu plus la planité sur la fraiseuse. Et puis comme ça, on verra déjà un petit peu plus l'état quand ça sera bien plus propre. Pour ce qui est de chaîne ici, tout ça, pignon, je vais tout changer, donc il n'y a plus besoin de tout ça. Et puis je vais essayer de nettoyer d'autres pièces qui sont un petit peu sales pour la voiture. Je vous montre les avant-après en même temps que je peins le bloc moteur. Bon ben voilà, comme vous avez vu en accéléré, j'ai pas le moteur. Alors ça sert strictement à rien, à part faire joli. Il y en a parfois qui me demandent ce que j'utilise comme peinture. Alors vous pouvez essayer de chercher sur Google la peinture qu'utilise Manu Classic Car dans ses vidéos pour les moteurs. Je suis pas sûr que vous ayez trouvé grand chose. Sinon vous pouvez essayer avec cette référence, peut-être que vous trouverez quelque chose. Moi c'est en tout cas c'est ce que j'ai acheté. Ça fait déjà au moins 3 moteurs que je peins avec s'il me reste dedans. Je pense que je pourrais en peindre encore un 4e, peut-être même un 5e. Bon dans tous les cas c'est juste pour faire un coup de propre. Comme vous avez vu, avant après, ça fait quand même une petite différence. Là, en séchant, ça va matifier un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la culasse dans mon bac à ultrasons. Et puis, on va faire un petit avant-après pour voir ce que ça donne. Bon, c'est parti, je vais mettre la culasse. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un grand avant-après, parce qu'elle était déjà pas si sale que ça. Je pense qu'elle va peut-être rentrer dans le bac, ça serait bien. On peut voir après qu'il y a des résidus ici, mais bon, c'est surtout pour nettoyer l'intérieur et puis pour mettre un petit coup. C'est pas la pièce que je pensais le plus nettoyer. Si elle rentre en entier, tant mieux. Si les puits de bougie dépassent pas, enfin si dépasse, c'est pas très grave. Donc je vais essayer d'y mettre en entier et on va voir ce que ça donne. Ah dommage, il y a juste cette sonde qui me gêne. Je vais la démonter et puis comme ça je pourrais l'enfoncer entièrement dans le bac à ultrasons. Allez, c'est bon, j'ai enlevé la sonde. Normalement, ça devrait passer comme ça. Je vais me cramer les doigts. Ça rentre juste, il en fallait pas plus. Alors je vais pas pouvoir fermer le couvercle, mais je vais quand même le poser par-dessus. Ça évitera de perdre trop de chaleur. Donc là, à l'eau à 60 degrés, je vais mettre un cycle de 30 minutes avec il y a 2% de produit. Bon bref, je vous en parlerai un petit peu plus dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc c'est parti pour un cycle de 30 minutes. Pendant ce temps, je fais autre chose. Bon voilà, le cycle de 30 minutes est fini. J'avais un petit peu le dessus de ces soupapes là qui sortaient. Bon, c'est pas très grave. Je vais sortir et puis on va voir ce que ça va donner. Et merde. Bon, comme je pensais, c'est un peu mieux nettoyé les soupapes qui étaient le dessus des soupapes qui étaient enfoncées. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est juste de l'huile qui est un petit peu sale. Et encore que non, en fait, c'est juste
faut juste y nettoyer un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rincer un petit peu à l'eau claire. Et puis on regarde un petit peu plus à la lumière ce que ça a donné. Sinon, dans tous les cas, pour le baquet ultrason, elle est revenue vraiment très propre. À l'intérieur, on dirait vraiment que c'est tout neuf, donc je suis content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les bielles avec les pistons. Les bielles avec les pistons, du coup avec les segments, tout compris. Je vais mettre même la bielle qui est abîmée, mais c'est pas grave, je la changerai plus tard. Donc là, voilà comment c'est avant. Sur le dessus, la bielle, tout ça. Bon, pour moi, c'est pas indispensable de passer dans les baquets ultrasons, mais maintenant qu'il est mis, autant le faire. Donc c'est parti. Je les mets dans l'ordre, comme ça je sais dans l'ordre où je les ai posés. Et puis ensuite, on voit ce que ça donne une fois que ça ressort d'ici. J'en profite pour mettre les paliers de la Bracam aussi. Ceux-ci sont numérotés. Donc je sais que ça va de 1 à 5 en partant de la distribution. Donc avec les chiffres à l'envers. Bon bref. Moi je sais comment ils sont. Je vais mettre ça et puis au pire on fera un cycle pour autre chose s'il y a besoin après. Bon, je viens de finir le cycle de 30 minutes à 60 degrés là pour les bielles et les chapeaux de palier d'Abracam. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait. Je vais faire un coup de rinçage avant de vous les montrer. Bon, de toute façon, je peux vous montrer un petit peu. Hein. C'est un petit peu chaud. Le dessus, je vais le brosser certainement, comme les soupapes. Mais pour les bielles, en tout cas, elles sont nickel. Pour les pistons, par contre, ils sont encore un peu sales. Bon, c'est pas très grave qu'ils soient très sales. Je vais les rincer, puis je vous remonte le résultat un petit peu après. Bon, j'ai la culasse sur la fraiseuse. Je vous ai fait tout un film juste avant avec des explications. J'ai pas envie d'y refaire, j'ai la flemme. En plus, j'ai mal au bras à force de naviguer de droite à gauche. En fait, on n'entend rien parce que j'ai les ultrasons en même temps qui nettoyaient le carter d'huile. Donc, je vais vous montrer le carter d'huile juste après. Mais du coup, on n'entend rien dans ce que je dis. Enfin, ça fait vraiment des grésillements, c'est vraiment pas agréable. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que la culasse, j'ai du mal à la mettre parfaitement d'aplomb parce que j'ai pas les bonnes cales avec les puits de bougies qui sortent. J'ai pas des cales assez hautes. Bref, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc j'ai un petit décalage. La culasse est penchée comme ça. Donc ça fait que l'aiguille, c'est pas très visuel, mais en tout cas, elle est pas tordue. Parce que l'aiguille bouge, mais elle bouge progressivement en fonction que je me rapproche de la droite. Et dans ce sens-là, pareil, elle se décale un petit peu. Donc en fait, la culasse est un petit peu penchée comme ça et un petit peu penchée comme ça par rapport à la table. Mais bon, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas de gros écarts, j'ai pas vraiment de bosse. Si l'aiguille descendait et puis remontait, ou alors elle stagnait et puis après elle descendait, ça voudrait dire qu'il y a des creux, qu'il y a des bosses. Et c'est pas vraiment le cas dans mon cas. C'est dommage parce qu'on le voyait bien lorsque j'expliquais. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous me faites confiance. La culasse, elle est bonne. Je peux pas faire d'épreuve de culasse, malheureusement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les soupapes. Et je vais changer les joints de queue de soupape. Et puis, je vais remonter tout ça. Je vous montre soit en accéléré, sinon je vous montre une fois que c'est fait. J'espère que vous me faites confiance, en tout cas, pour la culasse. Mais dans tous les cas, moi, je suis content. Je remonterai pas quelque chose. Je dépenserai pas autant d'argent pour remonter quelque chose qui est tordu. Donc voilà, je vous y montrerai la prochaine fois. Je ferai attention avec les ultrasons. Je sais que je savais en plus que ça faisait du bruit dans la caméra. Mais vu que je suis un peu éloigné, je pensais que ça suffirait. C'est pas grave. Maintenant, place au carter d'huile et ensuite, on fait le démontage des soupapes pour changer les joints de queue de soupape et puis pour les brosser un peu pour faire un coup de propre. Bon, j'ai rincé un peu le carter. Là, on va être honnête, hein, le nettoyage, c'est de la grosse merde. L'ultrason, ça a quand même ses limites. Franchement, je suis pas hyper convaincu des ultrasons, à part pour certains usages spécifiques, comme par exemple les carbus. Là, j'ai autre chose à faire, il faut que je m'occupe des soupapes, je vais vous montrer juste après d'ailleurs. Je vais remettre encore dedans, parce que là, c'est de la merde. Et puis si vraiment c'est dégueulasse, je le ferai à la fontaine de lavage comme je faisais avant. Et c'était beaucoup mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, deuxième et dernier essai. Faut voir si c'est définitivement de la merde l'ultrason. Bon, c'est de la merde. Ça nettoie vraiment pas comme il faut les carters. Je vais faire le nettoyage à la fontaine, ça sera 100 fois mieux. Et en plus, je gagnerai du temps parce que ça va me prendre moins de temps aussi. Alors, pour les soupapes. Donc là, on a les soupapes d'admission de ce côté-là, du côté des puits de bougie. Soupapes d'échappement. J'en ai déjà fait deux, les deux premières ici. Alors, je les ai démontées, j'ai brossé le dessous, mais vous allez voir, je vais vous montrer pour au moins une. J'ai brossé le dessous, j'ai vu qu'elles étaient quand même en assez bon état. Je les ai quand même rodées à la pâte fine. Mais je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Je vais continuer avec la troisième. Donc, comment je fais? Étant donné qu'ils sont en biais, je mets une cale en dessous de
de la soupape, je mets une douille pour pas que la soupape elle descende. Et ensuite avec la perceuse à colonne, je descends. Ici c'est une douille à injecteur pour faire passer le câble, mais ça me sert pour pouvoir démonter les deux petites clavettes qui sont à l'intérieur. Alors je sais pas si ça se verra bien, je vais peut-être vous mettre autrement, mais je vais me placer et puis on démonte la troisième soupape. Bon, j'ai pas choisi la meilleure soupape pour vous montrer parce qu'elle est derrière le puits de bougie, c'est un petit peu chiant. En tout cas, ce que je fais, c'est que je vais l'attraper avec une pince à bec. Donc les joints de cul de soupape, je les ai achetés, donc je les change. Les anciens, ils étaient encore bons, je pense pas qu'ils fuyaient, mais ils étaient un petit peu secs. Je vais vous montrer tout ça juste après. Je vais d'abord démonter celui-là. Donc je prends la pince comme ça, heureusement il s'enlève bien. Je vais d'abord peut-être enlever la soupape en premier. Hop. Voilà. Je vous montre la soupape après. Donc avec la pince, hop, je la prends par-dessus. Je suis désolé si on voit pas trop, mais c'est pas, je peux pas tout vous montrer et en plus y faire. Voilà, hop, je fais bouger un petit peu et ça arrive tout seul. Ça se démonte assez facilement, donc c'est une bonne chose. Ensuite, je vais essuyer un petit peu les restants d'huile, les résidus d'huile qui devaient être coincés sous le joint de queue de soupape, pardon. Bon, je suis le plus gros, hein. De toute façon, de l'huile, il va en avoir de nouveau quand je vais redémarrer. C'est juste histoire de faire un coup de propre. Donc les vieux jeux de queue de soupape, j'arrive pas à parler, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ils sont un petit peu secs comme je disais, donc quand j'appuie, on peut voir qu'ils sont pas... Bon, ils sont encore un petit peu souples, mais ça pourrait être mieux. Et les nouveaux, bon les nouveaux ils sont bleus, mais c'est pareil, hein. Et forcément ils sont un peu plus souples. On peut voir là qu'ils se plient beaucoup mieux. Donc ça joue un petit peu sur l'étanchéité, même si je pense qu'ils étaient pas mauvais les anciens. Donc je vais mettre celui-ci en place. J'utilise une douille longue de 14 avec un petit marteau pour le mettre en place. Alors il existe des outils spécifiques, hein, mais les outils spécifiques, quand on commence à les acheter, après on a tout le tour du ventre. Et puis on s'en sert que les 4 jeudis, la semaine des 4 jeudis. Voilà, donc quand ça tape, on sait que c'est au fond. Bon, en vérifiant, on peut vite le voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser la soupape, comme j'ai fait pour les deux autres. Donc la soupape, le dessous, il est un petit peu sale, mais enfin un petit peu calaminé, mais vraiment vite fait, donc c'est assez léger. Sur le dessus, il n'y a pas de calamine. Je voulais brosser les autres, mais ça ne servait à rien. Et puis on peut voir que la portée ici de la soupape, elle est pas vilaine, hein. Bon, elle est un petit peu brillante. Le fait de roder la soupape, ça va la rendre un petit peu plus mate. Mais je vous montrerai ça juste après. Je brosse avec une brosse métallique sur une perceuse, pardon, le dessous pour faire un coup de propre et je vous montre dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai brossé la soupape. On peut voir qu'elle est propre dessous, pas de calamine. Bon, c'est pas ça qui allait bien altérer les performances, mais bon, tant qu'on y est, autant faire un coup de propre. Là, on va se retrouver là-bas sur la table pour faire le rodage de la soupape. Et puis ensuite, je la remonte et je ferai toutes les autres hors caméra, je pense, parce que c'est répétitif à chaque fois. Bon, là, on se retrouve sur la table. Je les fais une par une, comme ça m'évite de trop les mélanger, de les trier, quoi que ce soit. Au moins, c'est fait. De toute façon, c'est à côté. Donc comme on peut voir, le siège de soupape, je sais pas si on verra, donc là c'est le siège de soupape, là, la partie qui est en métal, donc là le reste c'est en aluminium, la culasse est en aluminium, le siège en métal ici, enfin en acier pardon. Du coup on peut voir que la portée est très propre, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de point d'oxydation ou quoi que ce soit, donc c'est en très bon état. Maintenant que j'y suis, autant faire un petit rodage au moins fin, donc j'utilise la pâte à roder fine. Comme ça, là, cette référence, si ça vous intéresse, il n'y a pas de sponsor, hein, je les ai achetés il y a très très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je les ai. Là, autant la grosse que la fine, c'est les deux mêmes. Enfin, ça c'est la fine. Et ça c'est la grosse. On peut voir que l'état, voilà. Hop, donc là, voilà. Ensuite, j'y fais à la main. J'utilise des pièces comme ça. Il y en a qui le font à la visseuse, mais moi ça va très bien à la main. Donc du coup, c'est une pâte qui est très fine. Je vais l'appliquer sur la portée ici de la soupape qui brille. Comme vous voyez, qui brille le plus en tout cas.
J'en mets très légèrement, hein. Ensuite je la mets dedans, je fais des allers-retours comme ça, ensuite je tourne un petit peu d'un quart tour, je recommence, je le fais 4-5 fois. Je vous filme tout ça et puis ensuite on voit le résultat, comment ça fait, la différence. Donc là voilà, c'est bien brillant, vous allez voir après comment ça va devenir. Vu l'état des soupapes, j'ai pas besoin de le faire 154 fois. Ensuite, j'essuie tout. Donc voilà le rendu que ça donne. Donc on peut voir que ça fait un aspect un petit peu mat. Autant sur le siège de soupape, si j'arrive à faire le point, autant sur le siège de soupape que sur la soupape. On peut voir tout le tour que c'est très propre. Alors il reste des petits résidus, il faut que j'essuie encore un petit peu. Et puis cette fois-ci, c'est bon, je vais finir de réessuyer un petit peu et on va pouvoir la remonter. Honnêtement, je pense pas que ça va changer grand-chose ce rodage de soupape, mais bon, tant qu'on y était, autant le faire. Et puis ça évitera les commentaires des gens qui me disent que j'aurais dû le faire. Là au moins c'est fait. Ça me prend quand même un peu de temps parce que c'est quand même long, il y a quand même 16 soupapes. Bon, c'est moins que sur des V12 ou plus. Mais bon, en tout cas, ça me permet d'avoir fait quelque chose de propre. Je retourne sur la perceuse à colonne pour remonter la soupape et vous allez voir que mon système, je pense qu'il est bien. En tout cas, ça fait plusieurs fois que j'utilise ce système. Et ça va aussi bien que les pinces exprès pour tenir les soupapes. En tout cas pour moi. Bon, vous allez certainement pas voir grand chose. Il faut que je remette ces petites clavettes ici. Il y a deux demi-clavettes comme ça à l'intérieur autour de l'arbre, autour de la queue de la soupape. Vous verrez pas grand chose, désolé, mais c'est vrai que c'est pas simple à filmer. Voilà. Bon, j'aurais jamais mis autant de temps pour mettre une clavette. Heureusement que je mets pas autant de temps à chaque fois. Donc bah, c'est parti pour la suite. Je vais faire les autres, mais bon, je vais le faire hors caméra parce qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est répétitif et c'est très chiant. On se retrouve après une fois que j'ai fait toutes les soupapes. J'ai fait toutes les soupapes d'admission. Maintenant, je suis en train de faire les soupapes d'échappement. Donc là, c'est la deuxième. Ça m'arrange pas vraiment, mais elles sont bien rangées, les soupapes d'échappement. On peut voir qu'elles sont un petit peu piquées. Alors, c'est pas très grave, hein. Il n'y a rien d'abîmé, rien de tordu. Mais pour le rodage, c'est un peu plus compliqué. Donc la première, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du gros grain. Et puis j'ai fini au fin. Et j'ai passé bien plus de temps que pour les soupapes d'admission, forcément, parce qu'elles étaient beaucoup plus propres. Étant donné que je suis dans le rodage, autant faire les choses comme il faut. Donc là, je sens que je vais encore y passer un petit moment. Je vous montre un petit peu l'état lorsque j'ai démonté. On peut voir qu'il y a aussi un petit peu de la calamine sur la queue de soupape. Donc je vais brosser tout ça et je vais roder pour essayer d'enlever tous les picots là pour que ça soit une surface bien nette. Enfin les picots. À mon avis, il y a eu, ça s'est un petit peu usé forcément avec le temps. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. En plus, on a vu lorsqu'il y avait de l'eau dedans que ça fuyait un petit peu. Alors c'était pas les cylindres extérieurs, c'était les deux intérieurs. Donc j'espère que les soupapes sont pas plus abîmées que celle-ci. Mais si c'est le cas, je vous montre. Et sinon, bah, je continue et je vous dis quand c'est fini. Bon, désolé, j'ai les mains pourries, mais voilà ce que j'ai réussi à faire. Je sais pas si on verra bien. C'est pas trop mal. Bon, il y aura encore des micro-défauts, mais dans l'ensemble, c'est 100 fois mieux qu'avant. Et puis pour le siège de soupape, eh ben, c'est nickel. Je sais pas si ça voudra faire de la mise au point, voilà. Pour le siège de soupape, c'est nickel. C'est surtout la soupape en fait qui est piquée, enfin les soupapes d'échappement qui sont piquées. Bon là, faut vraiment regarder au microscope. Là, voilà, c'est le côté où c'est qu'il y a le plus de. Là, il y a un petit point là. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Franchement, ça ira bien. De toute façon, l'étanchéité se fait pas sur toute la largeur, c'est juste sur une petite surface. Donc, le principal, c'est que ça soit bien. Au final, je suis pas sûr qu'on sente vraiment une différence si on pouvait tester les deux solutions. Mais dans tous les cas, il vaut mieux que ça soit le plus étanche possible. Donc, il me reste les 6 ici à faire. Et puis après, ça sera bon pour les soupapes. Je vous montre une fois que c'est terminé, sauf si vraiment je tombe sur un gros pépin. Bon voilà, c'est fini pour les soupapes. J'ai mis une éternité à le faire, mais bon, il fallait le faire. On peut voir qu'il y a tous les joints bleus de partout. J'ai changé tous les autres joints de queue de soupape. J'ai aussi rodé toutes les soupapes d'échappement et d'admission. L'admission, j'ai mis juste une petite couche de pâte à roder fine. Mais pour les échappements, j'ai fait 3 couches de pâte à tartiner grosse. C'était vraiment très abîmé, enfin très abîmé, il y a toujours pire, hein, mais c'était un petit peu plus mangé que les soupapes d'admission. Et puis j'ai mis une petite couche bien sûr de finition pour faire vraiment comme l'autre. Donc je suis bien content du résultat. Je vais vous tourner la culasse pour voir de l'autre côté.
Et voilà de l'autre côté, donc je suis assez content, j'ai tout brossé pour que ça fasse propre, j'ai les doigts tout pourris mais la culasse est nickel, donc au moins ça fera bien comme ça. On l'a mesuré, tout va bien pour la culasse, en tout cas pour ce qu'il y a, le bloc ici, tout va bien nickel. Il n'y a plus qu'à remonter, bien sûr avant de remonter il faut faire le reste. Je vous avais pas montré mais j'avais aussi brossé le dessus des pistons avec une petite brosse métallique. Bon ça fait des petites marques mais on sent rien, on voit encore les traces d'usinage des pistons. Je sais pas si on verra bien, voilà. Donc ça fait vraiment nickel, ça a enlevé la calamine. En plus j'ai retrouvé la flèche qui m'indique la chaîne de distribution. Ça fait un repère supplémentaire, même si j'avais déjà pris les repères pour les remonter comme il faut. Pour ces pistons, il faudrait que je change la bielle numéro 3, bien sûr, sinon ça sert à rien d'avoir démonté tout ça. La bielle numéro 3, je l'ai reçue en même temps que le vilebrequin, il me semble que je vous l'ai montré. Donc pour moi aujourd'hui ça sera bon parce que c'est déjà tard, mais demain, et pour vous tout de suite, je vais continuer le remontage du moteur. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais changer la bielle numéro 3 ici, qui était toute bouffée comme on a vu à l'intérieur, puisque le coussinet avait fondu à l'intérieur. Donc maintenant que le vilebrequin est réparé, on va changer la bielle numéro 3. Donc la bielle, j'en ai une ici, il me semble que je vous l'ai montré quand je l'ai reçue. Elles ont un sens. Alors dessous, il y a un marquage, on le verra peut-être pas trop ici. Je vais faire respecter avec celui qu'il y avait avant. De toute façon, j'aurai toujours l'exemple avec ceux d'avant. Sur les pistons, c'est pareil, ils ont un sens. Alors on a un S de ce côté-là. Et quand c'est décapé, on a surtout une flèche. Alors je sais pas si vous la verrez ici, en plein milieu. Ça indique en général le côté de la distribution. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un sens. Il y a aussi un sens pour le chapeau de bielle. Il faut pas le visser dans l'autre sens parce que en fait les bielles, comment c'est fabriqué en une seule pièce et ensuite elles sont cassées ici. Donc en fait la cassure elle est vraiment parfaite que quand c'est dans ce sens. Si on met dans l'autre sens, ça sera plus bon et le plastigage ne sera plus bon. D'ailleurs le plastigage on va le faire juste après. Je change hors caméra parce que c'est un peu compliqué à filmer. Il faut enlever un petit circlip qui est là, de ce côté-là, dans la gorge. Alors je sais pas si on verra bien. Voilà, il y a un petit circlip ici dans la gorge qu'il faut que j'enlève, que je retire l'axe, que j'enlève le piston, que je le mette sur l'autre bielle et que je remette le circlip. Bien sûr, le circlip, il est ouvert sur une partie et il faut pas que l'ouverture soit à droite ou à gauche. Enfin, en théorie, après, je sais pas si c'est vraiment très grave, mais il faut pas que ça soit à droite ou à gauche parce qu'avec les mouvements de haut en bas, le circlip pourrait s'écraser et sauter. Donc, le mieux, c'est d'avoir l'ouverture vers le haut ou vers le bas. Ça permet qu'il ne saute pas. Après, ça, c'est la théorie, hein. Je sais pas si en pratique, ça peut changer grand chose, mais autant respecter ça, ça coûte rien. Je change le piston, je change la bielle, avec l'autre qui est neuve et ensuite, on pourra réinstaller tout ça dans le bloc moteur. Donc voilà, le circlip ça ressemble à ça, il faut l'enlever, il faut essayer de pas trop le tordre. Ensuite on tape l'axe d'un côté du piston, de l'autre côté bien sûr du côté où on enlève les clips. On se retrouve avec la bielle qui est sortie et puis maintenant je vais mettre la deuxième. Pareil, il faut renfoncer l'axe à l'intérieur. Alors dans ce cas là c'est pas pressé, hein, il y a du jeu entre les deux. Donc il suffit juste de taper avec un petit marteau comme ça, une petite douille, doucement, tranquillement, ça va y aller jusqu'à ce que l'axe aille en buter contre le circlip. Et ensuite remettre le circlip et c'est tout bon. Bien sûr faire attention que ça soit bien dans le bon sens. Et puis ensuite, on peut remonter tout ça. Donc on se retrouve pour remonter tout ça dans le bloc. Pour le jeu des segments, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai vérifié dans la vidéo d'avant. Donc c'était tout bon pour le jeu, pour le diamètre des cylindres dans le bloc et pour les segments c'était bon. C'est pour ça que je les change pas. Je sais qu'il y en a qui vont me dire il faudrait les changer, ça coûte pas cher, mais pas cher plus pas cher quand ça sert à rien. Ça fait vite passer un projet rentable à un projet pas rentable. Donc du coup moi le but c'est aussi que je vous présente d'autres voitures. Et je fais ce qu'il faut sur les voitures, mais quand c'est pas nécessaire, je le fais pas. Donc voilà, c'est parti. Je change la bielle et puis on se retrouve pour mettre tout ça dans le bloc. Bon, maintenant que les 4 bielles sont ok, on va commencer par le cylindre 1. Bon, peu importe, on peut commencer par celui qu'on veut. Je vais enlever le chapeau de bielle, bien faire attention de bien le repérer qu'il soit dans le bon sens. Et ensuite, comme j'ai dit, la flèche du bon côté. Ensuite, pour les segments, en théorie, il faudrait les tiercer, c'est-à-dire qu'il faut laisser les ouvertures, vu qu'il y a 3 segments, il faut laisser chaque ouverture séparée de 120 degrés. Donc un ici, un à 120 degrés là et un l'autre. C'est prouvé que les segments tournent une fois que le moteur est en marche, mais c'est vrai que ça peut diminuer un petit peu la perte de compression, au moins au début. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais utiliser un compresseur de segments, comme tout le monde, hein, pour pouvoir compresser les segments. Et ensuite, j'y mets en place dans le moteur. Donc on se retrouve sur le trépied vers le moteur lorsque j'installe le premier ensemble piston-bielle dans le bloc moteur. Bien sûr, faire attention de ne pas taper trop fort si ça bloque pour ne pas casser les segments, parce que en plus, j'en ai pas de rechange. Avant d'installer ça, je voulais mettre les coussinets de bielle. Alors, je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 différents dans le paquet que j'ai acheté dans les neufs. D'origine, les références haut et basse, c'est les mêmes. Là, je vois qu'il y a des différences. Il y en a 4 d'une façon, 4 d'une autre. Donc, on peut voir l'intérieur qui est pas pareil. Donc, quand je regarde les références, alors il n'y a pas de notice, hein, sinon j'aurais trouvé encore plus vite. Quand je vois les références ici, alors je sais pas si on arrivera à voir.
ici, on peut voir, ça finit par SI, l'autre il finit par CP. Donc je pense que ça, c'est on verra pas bien, mais ça finit par CP. Donc je me suis dit, c'est pas par rapport à ça. Par contre, à la fin de la référence, ici, celui-ci, il a un L, et celui-ci, il a un U. Donc, on va dire par expérience, mais vous me direz si je me trompe. Le L, c'est lower, donc en bas, et le U, c'est upper, donc au-dessus. Donc, ça me semble logique d'avoir celui avec le traitement sur le dessus, et celui un peu, enfin, on va dire sans traitement sur le dessous. Ça aurait été mieux d'avoir des traitements sur les deux, mais bon, c'est fait comme ça, et j'ai vu que c'est pas les seuls à être comme ça. Donc je vais mettre le U sur le dessus et le L sur le dessous. Dites-moi si je me trompe, mais ça m'étonnerait que je redémonte le moteur juste pour ça. De toute façon, on verra bien en mesurant si ça correspond, si j'ai les bons jeux de fonctionnement. Et puis après, ben, de toute façon, ça ira pour le reste. Comme j'ai dit d'origine, les références haut et basse, c'est les mêmes. Mais c'est bizarre qu'il y ait un traitement sur le dessus, pas sur le dessous. Bon bref, c'est peut-être une correction du problème sur ces moteurs. Dans tous les cas, je vais faire comme ça. On se retrouve pour le montage de l'ensemble dans le bloc moteur. Allez, c'est parti pour le cylindre numéro 1, donc côté distribution. Donc là, c'est le trou de la distribution. La flèche, côté distribution aussi, que je la trouve. Voilà, elle est là. Donc dans ce sens-là. Et on va y aller doucement pour pas faire de bêtises. Et voilà pour le premier. Donc comme on peut voir, j'avais mis de l'huile pour graisser un petit peu, enfin pour lubrifier pendant un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre un petit peu, enfin je vais le laisser comme ça. Je vais mettre les 4 autres et puis après on les mettra en place sur le vilebrequin. Bon, j'ai changé d'avis. Je vais le mettre parce qu'après j'ai peur de me tromper dans l'ordre, dans le sens des coussinets. Et au moins vu que les autres sont encore montés, j'ai encore le repère. Donc je vais mettre au moins le premier. Et puis après je mettrai les autres. Je suis désolé si vous voyez pas trop. J'ai essayé de ne pas faire de bêtises tout de suite. Donc là je suis dedans. Je vais juste l'enfoncer un peu plus pour qu'il soit bien mis. Voilà, là il est bien mis. Je vais pas le visser à fond parce qu'il faudrait que je fasse le plastigage. Mais je vais garder le repère pour les avoir dans le bon sens. Voilà, j'ai rien serré du tout. J'ai juste pré-serré les vis. Comme ça m'évite d'avoir une surprise de les mettre à l'envers. De toute façon, je m'en serais rendu compte lors du plastigage. Mais bon, vaut mieux éviter de perdre du temps avec ça. Donc c'est parti. Maintenant, je mets les 3 autres. Et puis, on voit après pour faire le plastigage des bielles. Voilà. Ensuite, donc dans un vilebrequin, sur des bielles, il y a un jeu radial. Comme on a mesuré pour les paliers, je vais faire un plastigage pour les 4 bielles. Alors j'avais dit que je le ferais avec les anciens coussinets. Le problème c'est que là je suis un peu juste en temps. J'aimerais finir j'aimerais mettre la distribution pour finir cette vidéo et je vais être juste.
Donc je vais déjà avancer sur le moteur, tant pis pour les anciens coussinets, de toute façon j'en mets des neufs. Donc c'est pas très important, c'est plus très important de savoir ce qu'il y avait eu avant. Maintenant le plus important c'est de savoir de bien monter le moteur maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le vilebrequin pour pouvoir avoir ces deux bielles pour commencer. On va commencer par les centrales et puis ensuite je ferai les deux autres en faisant tourner. Sachant que pour faire le plastigage il ne faut pas faire tourner, c'est pour ça que je fais d'abord deux et ensuite les deux autres. Donc c'est parti, je renlève les chapeaux que je vais bien sûr garder dans le bon sens. Les vis de bielle, il faut les changer. Donc là, c'est des nouvelles vis de bielle que j'avais déjà mis. Je vais poser le fil de plastigage ici. Je resserre tout au couple et puis on voit ce que ça donne avec le jeu, comme pour les paliers de vilebrequin. Donc là, pour ces vis, c'est 20 Nm et 90 degrés. Mais pour faire le plastigage, on va faire juste les 20 Nm. Donc là, grossièrement, il faudrait qu'on soit entre 2 et 6 centièmes. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on est environ à 5 centièmes pour celle-ci. Et celle-ci, on est entre 5 et 6 centièmes. Donc c'est un petit peu large, mais on est dans les tolérances à 9. Donc c'est le principal. Je crois que la tolérance d'usure, c'est 7 ou 8 centièmes. Donc c'est pas grand-chose. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a causé la perte de pression d'huile. Peut-être que j'ai une bêtise, hein, il faudrait revérifier pour la limite. Mais en tout cas, pour la tolérance à 9, je suis à l'intérieur, donc c'est super. Voilà, nickel. Donc j'essuie ça, je fais les deux autres. Bien sûr, je vous montre juste le résultat. Et puis ensuite, on peut passer à la chose suivante, c'est-à-dire certainement la culasse. Voilà le résultat pour les autres. Donc combien on a? J'ai perdu ma jauge. Non, elle est juste là. Donc combien on a pour la bielle numéro 1? Donc on a pareil, à peu près 5 centièmes. Et l'autre, je vais vous décaler. Et pour l'autre, on a la bielle numéro 4. Ouais, un peu moins de 5 centièmes. Donc on a à peu près tous pareil, donc c'est équivalent. Donc on peut dire que j'ai fait une bonne affaire pour mon vilebrequin et pour ma bielle. Donc c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, je ferai un récapitulatif à la fin de la vidéo, une fois que tout l'équipage mobile sera remonté, pour faire un petit récapitulatif et réagir un petit peu à certains commentaires. J'ai déjà répondu aux commentaires, mais je vais le dire en vidéo pour donner mon avis un petit peu plus simplement. J'ai resserré toutes les bielles comme il fallait, je vous ai déjà donné le couple. J'ai remis la crépine que j'ai nettoyée au bac à ultrasons. Donc on va voir qu'elle est propre, hein, mais la crépine j'ai eu un petit peu du mal à la nettoyer parce qu'on peut pas. Enfin, il faudrait dessertir tout le tour pour enlever le cache. Mais j'ai enlevé tout ce que je pouvais. C'est vrai qu'il y a des petits morceaux de coussinet qui n'auraient pas pu passer à travers la grille, mais bon, ça obstrue toujours un petit peu. Donc j'ai nettoyé tout ce que je pouvais. Il faudra encore nettoyer le carter. Le carter, je pourrais presque le remettre, mais je le remets pas. Pourquoi? Parce que là il y a un trou et si je fais tomber un écrou ou une vis, et ben après il va falloir tout redémonter pour l'enlever. Donc je le montrerai en dernier quand j'aurai fini la distribution de ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner et puis on va passer à la culasse, mettre la culasse sur le bloc, serrer avec les vis neuves et puis ainsi de suite au fur et à mesure de la vidéo pour remonter le moteur. Le moteur, c'est officiellement le mien. J'ai mis mon nom sur les pistons. Comme ça restera à vie. Non, je rigole, ça va vite disparaître à mon avis, mais c'est pas grave, c'est marrant au moins. J'ai mis le joint de culasse, épaisseur 0,65. Donc c'est la même épaisseur que d'origine, étant donné que j'ai ni surfacé le bloc, ni la culasse. Maintenant, je vous mets sur le trépied, puis on installe la culasse sur le bloc. Donc pour les vis de culasse, c'est 40 Nm pour la première passe. Et ensuite, c'est 90 degrés. Donc c'est parti.
Voilà, j'ai connu des culasses plus serrées. Il y en a peut-être qui vont me demander pourquoi j'utilise pas une clé angulaire. Bah, tout simplement parce que je suis allé à l'école et je sais ce que ça fait 90 degrés. Là sur cette culasse, il y a deux petites vis sur le côté qui sont un peu moins importantes. Donc là je les ai pas encore mis mais je vais les mettre. Celles-ci elles sont serrées à 28 Nm. Et voilà pour la culasse. Donc maintenant bah, on va passer à la suite. Donc je pense remettre l'arbre à cam. Le nouveau d'ailleurs parce que je l'échange. Et puis on verra ainsi de suite. Je vais regarder petit à petit mais je vous montre dans la suite de la vidéo. Bon bah c'est parti, un nouvel arbre à cam que je vous ai montré un petit peu avant dans la vidéo, qui est en bien meilleur état que celui qu'il y avait avant. Donc c'est parti. Déjà celui-là il va dans ce sens-là. Alors comme vous avez vu avant que je démonte, j'ai mis les pistons à mi-course, comme ça il n'y a pas de raison que ça rentre en contact si vraiment c'est pas bien en position. Ça m'évite que les soupapes elles rentrent dans les pistons. Bien sûr, il faudra faire attention avant de faire la distribution. Faut surtout pas forcer. Hein. Si ça force, c'est que c'est pas bon signe. Que ce soit pour ce moteur ou pour un autre. Donc ensuite, je vais remettre les culbuteurs avec les soupapes. Avec les poussoirs. Et puis ensuite, on pourra remettre les paliers et serrer tout ça. Bon, j'ai dit une bêtise. C'est d'abord les paliers. Je vais mettre un peu d'huile entre les paliers et l'arbre à cam. Ça coûte rien. Ça fait toujours un peu de lubrification en plus. J'en avais déjà mis bien sûr sur les pistons et tout ça. Donc le numéro 1. Je viens de voir qu'on ne peut pas se tromper de les mettre dans l'autre sens de toute façon. Mais numéro 1, toujours côté distribution. Numéro 2, et puis ainsi de suite. Voilà, là ils sont bien en place. Et le dernier, numéro 5, parce qu'il y a 5 cylindres. Ah non, merde, il n'y en a que 4. Bon, ça sera pour une autre fois le 5 cylindres. Voilà, maintenant je vais mettre les culbuteurs, enfin. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce qui bloque là? Surtout pas forcer, ne pas s'énerver. Ah bah oui, forcément. Là, hop. J'arriverai mieux avec ce côté peut-être. Un peu plus simple. Hop là. Donc là j'ai tout rapproché doucement pour les vis, j'ai pas l'ordre exact. En général c'est les deux paliers comme ça et en serrer en premier et ensuite le reste pour pas que ça puisse casser. Bon normalement là c'est serré déjà au contact donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vais serrer en escargot mais je suis pas sûr que ça soit vraiment la... J'ai pas trouvé on va dire la procédure exacte. En général c'est les paliers intermédiaires qui sont à serrer en premier progressivement et une fois qu'ils sont serrés on peut serrer le reste. Bon j'ai déjà dit, j'ai répété 2 fois, c'est pas grave. 30 Nm pour ces vis. Donc c'est parti pour la distribution. La distribution, comme vous avez vu, j'ai déjà changé le pignon du bas, là, c'est préconisé de le changer. Tous les kits de distribution n'ont pas forcément ces pignons avec. Moi je change les deux, comme vous avez vu, c'est préconisé comme ça. Donc là, comme on peut voir ici, en haut de ce pignon, il y a une flèche. Ça va correspondre au maillon qui est bleu, ici tout seul.
Et de l'autre côté de la chaîne, il y a 2 maillons d'affilée qui sont bleus. Ça va correspondre à 2 points qui sont sur le pignon de vilebrequin en bas. Donc je vais d'abord faire passer la chaîne à travers. Je vais mettre en premier les deux petits repères avec les maillons bleus ici. Hop. Voilà, là je suis bon. On va poser la chaîne comme ça en attendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les guides avant de plus pouvoir les mettre. Donc, pareil, les guides sont neufs. Hein. Donc le premier, qui s'emmanche ici. C'est pas compliqué à voir. Hop, avec la vis. Alors les couples de serrage, je vous les dis pas tout de suite. Parce que je ne sais pas. Hop. Le deuxième guide qui est là. Essayer de le faire passer sans faire tomber la chaîne. Bon, je le mets juste en place, je sais pas s'il va me gêner. Ensuite le pignon. Donc ben, on met bien le côté. Alors il est où? Voilà, le côté avec la flèche ici. On le met bien du côté vers nous. Et ensuite on va mettre le pignon, le maillon bleu sur cette flèche. Pour que ça soit bien aligné. Alors est-ce que ça va me gêner là? Non, ça va être bon. C'est un peu limite. Donc voilà, là ma chaîne elle est alignée en haut et en bas, mais par contre il faut que je m'aligne par rapport au vilebrequin. Donc là je suis pas bon. Je vais essayer de faire tourner le vilebrequin en espérant que ça touche pas dans les soupapes. Il faut que je tourne comme ça, ok. Donc je vais essayer de faire tourner le pignon. Hop. Voilà, là j'arrive à m'enfoncer normalement. Encore un peu peut-être. Hop. Voilà. Là je suis mis. Donc j'ai bien mon maillon bleu qui est en face de la flèche ici. J'ai bien mes deux autres maillons qui sont bons en bas. Alors vous ne verrez peut-être pas, mais je vous montrerai après. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma vis au milieu. Je vais la serrer. Enfin la serrer au contact. Hop, je vais mettre la deuxième vis pour le guide. Et comme ça ne pourra plus bouger normalement. Est-ce que le guide est bien mis? Oui, ça a l'air. On a l'air d'être pas mal comme ça déjà. Un peu plus vite. Hop, on fera le serrage après. Donc là normalement on est bon. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc comme je disais de plus près, on voit bien le maillon bleu ici en haut qui est en face de la flèche sur la poulie d'arbre à cam. Donc la poulie d'arbre à cam elle est indexée parce qu'il y a une clavette, on peut pas la mettre autrement. Et sur le bas, ici, on voit bien les deux points ici sur les deux marquages ici sur la petite poulie avec les deux maillons qui sont en face. Donc je suis bien aligné. Maintenant pour faire le serrage, je vais mettre un outil ici, un outil spécifique que j'ai acheté. Je suis pas certain d'en avoir forcément l'utilité, mais je crois que ça se serre assez fort ici. Donc je mets en place l'outil et puis ensuite je fais le serrage. Donc l'outil se présente comme ça. Là il y a deux tétons qui vont se mettre dans la poulie, donc il faut que je la tourne pour que je puisse être en face. Ça va me permettre de serrer un peu plus la poulie, je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr. Voilà, on est pas mal, voilà. Comme ça. Donc ça va me permettre normalement de serrer la poulie. Ok. Donc là pour ce pignon, 100 Nm il faut. Donc ça commence à être serré. C'est pour ça qu'il faut l'outil spécifique. Sinon ça doit être galère pour le faire. Donc c'est parti. Allez, pour ça c'est bon. Pour les vis ici, les vis de tendeur de chaîne,
30 Nm. Donc j'ai vérifié quand même, c'est bien ça, le tendeur de distribution donc, que je change qui est là, avec le bouchon ici, bon c'est juste un bouchon avec un joint hein, comme un bouchon d'huile, qui va se mettre ici, donc là 63 Nm pour celui-là, donc là il n'est pas encore amorcé en huile, donc c'est pareil, on va tout faire en même temps, on fera tout en même temps, ça risque de faire un peu de bruit au début, mais bon. Ça, et pour les caches ici qui sont en aluminium, là c'est juste des caches 18 Nm, donc je le fais juste après. Et pour les caches qui vont là, j'ai changé les joints toriques quand même au cas où ça fuit. Et là, comme j'ai dit, 18 Nm, donc c'est parti. Voilà. Et voilà. On va pouvoir enlever l'outil. Maintenant, je vais remonter le couvre-culasse. Donc j'ai déjà changé le joint ici. C'est des joints pour les bougies qui sont bien plus souples que ce que j'ai démonté. D'ailleurs j'ai galéré à les démonter, là j'en ai arraché un, mais ceux-là ils étaient tout secs, bon forcément ils ont fait leur temps, donc je change les trois autres, je mets aussi le nouveau joint tout le tour et tout, et puis je serre toutes les vis qu'il y a autour là, 12 Nm, comme ça me permet de couvrir le dessus du moteur et puis de passer à autre chose. Bon, il reste deux carters à remonter, enfin pour cette vidéo en tout cas. Le carter de chaîne de distribution qui sert aussi de pompe à huile, donc la pompe à huile elle est là-dedans. Il reste aussi le carter sous le moteur. J'ai nettoyé les deux à la fontaine de nettoyage, bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'avec l'ultrason. Bon bref, j'ai peut-être pas les bons produits, mais ça on en parlera une autre fois. Je vais dévisser toutes ces vis là pour voir l'intérieur de la pompe à huile, parce que c'est vrai que rien qu'à l'intérieur du carter, il y avait un peu une salade de coussinet, j'avais un peu une pâte de coussinet, c'était pas génial. Dans la crépine, j'ai retrouvé aussi des morceaux de coussinet, mais bon, vu que la grille fait une certaine épaisseur, il y a peut-être 2 mm qui puissent passer. On va dire c'est des carrés de 2 mm par 2 mm, peut-être un peu moins. On va dire entre 1 et 2 mm. Du coup, tous les plus gros morceaux, j'ai pu les enlever, ils étaient restés dans le fond du carter. La pâte qui avait au fond du carter aussi, et on va voir ce qu'il y a dans la pompe à huile en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts parce que j'ai pas prévu d'autres pompes à huile. Donc je dévisse toutes ces vis et puis on voit ce que ça donne à l'intérieur. Donc avant de démonter, on va dire que la pompe à huile c'est pas un élément qui se répare, c'est un élément qui se change, et quand on change, on change tout le carter. Donc j'aimerais éviter ça parce que c'est vrai que j'en ai pas acheté d'autres, et j'aimerais juste que ça soit nettoyable. J'espère juste que c'est pas la pompe qui était la cause du problème. De toute façon, lorsqu'on démarrera, on vérifiera la pression d'huile. Donc voilà à l'intérieur de la pompe comment c'est fait. Donc là il y a un ressort pour la pression d'huile, et là c'est comment on appelle ça, le pignon qui tourne. Donc en fait ça tourne en même temps que le vilebrequin et ça permet de pomper l'huile. Donc je vais nettoyer un peu tout ça et on va voir ce que ça donne un petit peu plus près. Bon, j'ai nettoyé un petit peu tout ça. Il y a eu un petit peu d'effrottement, mais rien de grave. Il n'y avait pas non plus de grosses saletés à l'intérieur. C'était principalement d'huile. Bon, c'est logique, hein, c'est une pompe à huile. Je vois qu'il n'y a pas de jeu vraiment anormal. C'est même assez serré. J'ai pas de moyen de vérifier. Mais comme on peut voir, je ne sais pas si on verra bien ici. Voilà, si j'arrive à vous faire le reflet peut-être. En fait, le jeu à l'intérieur, il est vraiment fin. Donc, comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas, j'explique vite fait. En fait, la pièce ici à l'extérieur, donc la pièce qui est à l'intérieur ici, elle est prise dans le vilebrequin. Ça tourne et ça pompe l'huile. Donc en fait, comment ça pompe l'huile? Tout simplement parce que là c'est serré et là ça fait de l'espace. Donc c'est comme ça que ça pompe l'huile. Alors après ça pompe de l'huile d'un côté pour l'amener, pour l'amener de l'autre côté. C'est tout simple en fait, hein, c'est quelque chose qui tourne. Honnêtement, ça n'a pas l'air en très mauvais état.
On peut voir que la surface ici, elle est très propre. Il n'y a pas de rayures ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est compliqué de vérifier la pompe à huile comme ça, de visu, sans valeur. De toute façon, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien qui me choque. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter comme ça. Et dans tous les cas, par précaution, je vérifierai la pression d'huile directement lors du redémarrage. Là, ça m'a permis d'ouvrir la pompe à huile, de voir esthétiquement à quoi ça ressemble. Enfin, à quoi ça ressemble. Je savais à quoi ça ressemblait, mais savoir comment elle était, dans quelles conditions elle était. Moi, personnellement, ça me choque pas pour le moment. Je vais la remonter comme ça. Et comme j'ai dit, au moins j'ai nettoyé. Mais bon, il n'y avait pas trop de saleté. Mais bon, valait mieux le faire que ne pas le faire. Je vais changer tous les joints. Avant de remonter, je vais retirer le joint qu'il y a ici, parce que je le change aussi. Je vais changer les deux joints qu'il y a ici et ici, et puis c'est parti, ça sera reparti pour un tour. Je change tous les joints que je peux, comme ça me permet de repartir sur un moteur quasiment neuf. Pour ce qui est pas neuf, en tout cas, c'est encore en état comme neuf. Donc pour moi, ça sera comme un moteur neuf. Je remonte tout ça, on l'installe sur le moteur, on installe ensuite le carter d'huile, et puis on fera la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, pour le carter c'est bon, toutes les vis tout autour là, c'est tout à 12 Nm. Donc là ça sera bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner un peu le moteur pour mettre le carter d'huile. Et puis ça sera bon pour cette vidéo. Bon bah voilà, mon moteur est remonté, le moteur est complètement refermé, donc carter de distrib, carter d'huile, culasse, tout ça, bon vous avez vu tout au long de la vidéo. Tout est propre, tous les joints sont neufs. Le moteur, j'ai mis un petit coup de peinture, ça fait presque un peu trop bruyant, je pensais que ça allait matifier un peu, mais de toute façon ça se verra pas beaucoup plus, enfin ça se verra même pas du tout une fois que ça sera remonté avec tous les accessoires qu'il y a devant. Pour les accessoires, on les remontera dans la vidéo d'après, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper du compresseur parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la vidange du compresseur, ça va être fait. Tous les accessoires, la poulie d'ampère, je vais la changer. Je vais vous faire une conclusion par rapport à l'état actuel du moteur et par rapport à ce que vous m'avez dit dans les commentaires avant. Je vais réagir un peu après ce que vous m'avez dit. Même si je réponds aux commentaires, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en laisser. Ça me fait très plaisir et j'hésite pas à vous répondre quand il y a besoin. Je me vous mets sur le trépied et puis je vous parle un petit peu de ce que j'allais vous dire. Bon alors, on en est où de notre restauration? Là, le bloc, il a fini de remonter. Comme vous avez vu, il est refermé. Donc c'est équivalent à un moteur d'occasion, parce qu'on n'a pas les accessoires en général, quand on les a c'est beaucoup plus cher, ou alors un moteur échange standard. Vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires, oui il vaut mieux changer le moteur, alors c'était pas des critiques, hein, je le prends comme vous me le dites, il n'y a pas de souci. J'aimerais comparer un petit peu les solutions, je l'ai déjà fait en commentaire et je crois que je l'avais déjà fait un peu dans la vidéo précédente, mais c'était peut-être pas assez explicite. Donc pour un échange standard, ça existe encore. Je vous mettrai un imprimé écran de ce que j'ai trouvé sur internet. Alors j'ai pas cherché plus que ça parce que je sais que les prix sont un petit peu exorbitants, en tout cas pour moi. Pour un échange standard, ce que j'ai trouvé, je vous mettrai bien sûr l'imprimé écran pour vous prouver.
j'ai trouvé un échange standard à 3348 € pour un moteur dans cet état-là à peu près. Il manque peut-être 2-3 accessoires, mais pas grand-chose. Peut-être la jauge à huile, mais pas bien plus. Donc 3348 €. Il faut que je renvoie mon moteur avec une consigne de 1200 € supplémentaires en attendant qu'il récupère le mien. Et 275 € de frais de port. Les frais de retour du mien sont offerts. Mais bon, à ce prix-là, j'espère que c'est bien offert. Donc ça fait un total de 3623 €. Donc 3623 €, c'est beaucoup plus cher que tout ce que j'ai dépensé jusqu'à aujourd'hui, voiture y compris. Donc pour moi, c'était excessif et c'était pas vraiment adapté à ma situation. Ensuite, il y a les moteurs d'occasion. Alors vous allez me dire, oui, on prend un autre moteur, mais bon, un moteur, c'est pas juste on prend un moteur, il fonctionne. Le but, c'est pas de changer, de réparer et que ça fonctionne 3 jours et qu'après ça recasse de la même façon. Un moteur d'occasion, on sait pas le kilométrage réel qu'il a. Une fois qu'il a été démonté, on peut bien nous dire ce qu'on veut. On ne sait pas l'état intérieur sans l'avoir démonté, mais si on le démonte, on en revient au même que de faire ce que j'ai fait. En tout cas, ça revient au même pour les pièces détachées, sans parler bien sûr des pièces qui étaient abîmées. Donc au final, c'est beaucoup moins rentable. Pour des moteurs d'occasion, il y a le site par exemple Ovoco, vous connaissez, c'est une casse un petit peu européenne. Il y a des moteurs qui sont entre 1000 et 1500 €, pareil, dans le même état. On ne sait pas les kilométrages pour celui à 1000 €. Pour celui à 1500, j'ai vu un kilométrage de 133 000 km par an. Donc, à voir si c'est vrai, on peut pas savoir. On ne sait pas l'état de l'intérieur, comme je disais. Et pour les frais de port, il faut compter 200 €. Donc, ça fait entre 1200 et 1700 €. 1700 € pour le moteur de 133 000 km. Je vous mettrai bien sûr un imprimé écran en plus de ce que j'ai trouvé. Donc, ça fait un total quand même de 1700 €. On est bien moins que les 3600 € de l'échange standard, mais on ne sait pas l'état. On ne sait pas vraiment le kilométrage réel et puis ça ne correspondra plus du tout à la voiture. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de réparer le moteur pour l'avoir dans le même état que ça. Pour moi, la qualité, c'est la même qu'un échange standard parce que même si c'est pas du neuf, enfin totalement du neuf pour l'ensemble, un échange standard, c'est pas forcément du neuf non plus. C'est des moteurs reconditionnés, un petit peu comme les téléphones. Et puis du coup, le moteur, moi j'ai vérifié toutes les cotes avec vous, je vous ai tout montré et vous avez vu que c'est encore tout dans les tolérances constructeurs A9. Donc il n'y a pas de raison que ça soit vraiment plus abîmé qu'un échange standard. Dans mon cas, qu'est-ce que j'ai dépensé dans le détail? Donc j'ai acheté un vilebrequin et une bielle pour un total de 360 € livrés. Donc tous les prix que je veux dire, c'est bien sûr livré. Les coussinettes bielle et les coussinettes vilebrequin que j'ai remis à neuf, 88 €. Le joint de culasse et les vis de culasse, tout ça pour 66 €. Ensuite, les joints de queue de soupape, les joints de carter d'huile, joints de couvre-culasse, joints de carter de distribution, tous les petits joints que j'ai pas comptés, les vis de bielle que j'ai dû changer, tout ça pour un total de 75 €. Bon, j'ai eu des promos, donc ça a peut-être un peu joué, mais en tout cas, c'est quand même bien moins que tout le reste. Ensuite, il y a le kit de distribution complète, la chaîne avec les patins et les 2 pignons, tout ça pour 61 €. Et ensuite, j'ai l'arbre à cam qui est abîmé, que j'ai changé pour 78 € livré. Ça fait un total à 728 €. Donc on est très loin des 1700 € d'un moteur dont on ne sait pas où il vient et on ne sait pas l'état intérieur, d'occasion. On est très très loin de l'échange standard à 3600 €. Et pour moi, c'était la meilleure solution parce qu'au moins, ça reste le moteur qui était dans la voiture et le suivi, il est cohérent. Le moteur, il a vraiment le kilométrage du compteur. En tout cas, si c'est celui d'origine, moi dans mon cas, je pense. Et puis, j'ai les pièces qui sont remises à neuf. Donc là, il est reconditionné par moi-même. Je sais le faire. En tout cas, je pense savoir le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'après ce que vous avez vu dans la vidéo. Et puis, ça me fait un moteur qui est assez propre. En plus, il a été peint. Bon, ça, c'est un petit bonus. Mais ça fait vraiment quelque chose de propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, je suis très content du résultat. Il reste encore tous les accessoires à remonter. Ça sera fait dans la prochaine vidéo. Le compresseur, je vais m'en occuper. Mais tout ce que je ferai après, ça peut pas être compris dans un moteur d'occasion. Même si on achète un moteur d'occasion et qu'il y a les accessoires, qu'il y a le compresseur, on peut pas savoir l'état du compresseur sans l'avoir ouvert, enfin sans avoir au moins ouvert l'entrée d'admission et puis sans l'avoir vidangé non plus. Donc je pense que le comparatif il est juste. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis convaincu que j'ai choisi la bonne solution, surtout maintenant que c'est fait et que j'ai fait toutes les mesures et que je sais que mon vilebrequin qui vient de Grèce il était bon. Ce qui est bien, c'est que vous suivez en direct avec moi ce que je fais sur la voiture. C'est quasiment en temps réel. Là, aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, elle est sortie le samedi à 19 h. Et moi, là, on est le vendredi, la veille. Donc, c'est vraiment en direct. Là, je vais continuer. La semaine prochaine, j'espère pouvoir démarrer le moteur. Donc, monter tous les accessoires, le remettre dans la voiture et le démarrer. On vérifiera bien sûr la pression d'huile. On changera l'huile du compresseur, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans la vidéo. Et puis, j'espère que cette série, elle va continuer de vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois dans les commentaires, à me laisser un like, ça m'aide beaucoup pour le référencement, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la Mini.